Depuis sa cuvette calcaire, plantée dans son limon à l'ouest de la forêt de Meudon, Versailles. C'est une phrase nominale? Depuis sa cuvette calcaire, plantée dans son limon à l'ouest de la forêt de Meudon, Versailles. Oui, il plante le décor, d'accord. Un marigot, une gâtine, et par la grande route qui vient de Paris, toute une procession de primeurs, de pâtissiers, glaciers, bouchers, traiteurs se rend au château. Longue file indienne de sucreries, macarons, génoises, volailles délicates, épinards frais, lentilles aussi fines que le sable, concombres juteux, belles poires d'Anjou, inconnus Lafare, beurrés d'hiver, pérouilles, puisque Dieu a fait sortir de sous son manteau de lumière un nombre incalculable de poires. Oui, par les Champs-Élysées, on trimballe pour le roi tout ce que la France a de mieux. Et oui, le roi passe par les Champs-Élysées, donc il faut qu'on voit les plus beaux marchés de France et les plus beaux produits de France. Comme si un énorme gendarme réglait la circulation de nos victuailles, le délectable et le gourmand prennent la direction de Versailles. Le fade et le maigre, celui des faubourgs. L'exquis, le savoureux, cahote vers l'ouest et la capitale, l'aigre va au Masure. Va au Masure. J'ai fait une liaison inutile. Le moelleux et le succulent galopent à la cour, l'insipide et le blé s'en vont à Paris. Et puis, surtout, à Versailles, on joue insolemment, inlassablement, follement, gaillardement, on joue des sommes considérables, tout Versailles joue. Le roi joue, la reine joue, il y a des tables de jeu dans toutes les pièces, dans tous les coins, dans tous les bâtiments, on joue au pharaon, au dé, à la loterie, à n'importe quoi. Un banquier vient spécialement de la ville afin d'alimenter les tables en argent liquide et de noter les dettes. On mitraille le tapis vert, tandis que la foule parisienne croûte pour 10 sous et crapote au cabaret de sa chopine d'eau-de-vie, tandis que Raftin bouffe avec Cotin au cabaret du grand faucheur, qu'on siffle et joue pour quelques ronds dans un grand boucan enfumé, parmi les débris de poissons et de miettes de pain, tandis qu'une cliente torche ses marmaudes à côté d'un ramas de mendiants et de chiffonniers, alors que le royaume frise la banqueroute, le déficit de la pension de la reine s'élève en fin d'année à presque 500 000 livres. Et... Ah oui, le déficit de la pension de la reine s'élève en fin d'année à presque 500 000 livres. Putain, elle nous en a coûté du pognon, la petite Marie-Antoinette. Hein. Et autour de cet écrin, de cette douce mandorle, alors je préfère savoir, comme ça on apprend un petit mot en même temps, c'est quoi une mandorle? Ça, je ne sais pas du tout. C'est une forme d'ovale ou d'amande dans laquelle s'inscrivent des personnages sacrés. Ah, c'est ça une mandorle. Alors. Ah oui, mais là on parle de... Là on parle de mandorle. De quoi? Juste pour savoir. Non, là on parle pas de l'amande. On parle de la mandorle, euh, donc la mandorle, c'est ça en fait. Voilà, c'est le truc en forme. Évidemment, on voit pile pas ce qu'il faut voir. C'est ça. Hop, pardon. Vous savez, vous avez dans les églises, souvent au-dessus de la porte, un truc en forme d'ogive, en forme d'amande, où il y a à l'intérieur un saint. C'est ça la mandorle. Voilà, on a appris un mot. Ça, c'est une mandorle. M-A-N-D-O-R-L-E. Et autour de cet écrin, de cette douce mandorle où les menus plaisirs s'égrènent, s'agitent des milliers de maçons, de jardiniers, de terrassiers. Le palais est un chantier, Versailles est un chantier. Versailles chantier. Pendant 30 ans, on va creuser, arracher, planter, construire. Il faudra 30 ans de construction, de terrassement, 30 ans pour changer un marais puant, étendu de bois et d'eau stagnante en pavillons, parterres et bosquets, corniches. On migre depuis toute la France, depuis le Berry, la Bretagne, la Normandie, le Poitou. On vient ici pour charpenter, menuiser, brouetter, maçonner. Les ouvriers logent dans des baraques de planches. C'est insalubre et laid. Le travail est dur, les accidents nombreux. Les enfants jouent au milieu de la ruelle. On traîne au café dans sa vieille culotte ratine, avec son casaquin de toile à raies jaunes, sali par le boulot. Une nuée de décrotteurs patiente devant la porte du palais. Entre les échoppes qui s'accrochent aux grilles, on croise Pierre Navet dans sa pauvre redingote et Raymond, le marchand d'eau et le barnabite qui nous demande un liard, et le morfondu qui gueule dans son patois de vache, et la blanchisseuse qu'on trouve, les ravaudeuses, les polisseuses en or, les bohémiens, les drôlesses, les zigzagants entre les rigoles d'ordures où se roulent les cochons. Oui, les animaux vivaient dans les villes à l'époque, hein. Versailles est une couronne de lumière, un lustre, une robe, un décor. Mais derrière le décor et même dedans, incrusté dans la chair du palais, comme l'essence même de ses plaisirs, grouille une activité interlope, clabaudante, subalterne. Ici, on trouve des fripiers partout, car tout se revend à Versailles. Tous les cadeaux se remonnayaient, et tous les restes se remangent.
Les nobles bouffent les rogatons de première main. Alors, rogaton, qu'est-ce que c'est qu'un rogaton? Pardon, hein, mais je préfère savoir, c'est quoi un rogaton? C'est un plat, c'est une bribe de nourriture, c'est le reste d'un repas. Les nobles bouffent les rogatons de première main, les domestiques rongent les carcasses, et puis on jette les écailles d'huîtres, les os par les fenêtres. Les pauvres et les chiens récupèrent les reliefs. On appelle ça la chaîne alimentaire. T'es trop près du micro quand tu lis, je sature un peu. C'est pas que je suis près de mon micro, c'est que je gueule. C'est que je parle fort. Vous me direz si c'est mieux. Enfin, tu me diras si c'est mieux. Mais avant toute... Pardon. Mais avant toute autre chose, avant la fripe, avant les cabarets s'insinuant jusqu'au cœur de Versailles, jusqu'à son petit cœur de pierre, il y avait une flopée de repasseuses, jabots froissés, marchandes de fleurs. Oui, depuis tous les coins du royaume, le palais, ses girandoles, ses fusées, ses masques, ses carrosses illuminées de torches, ses brandons, sa joie attiraient tous les métiers, tous les frotteurs de parquet, tous les gars de sauce, toutes les ambitions du bon bourgeois au gentilhomme. Mais aussi les plus obscènes nécessités. Pendant que ces fêtes pleines de magnificence célèbrent l'amour et la jeunesse, et qu'on cause aimablement le langage des tétons, qu'on dialogue entre Faramouche et à la lueur des chandelles, file entre les allées du soir, dans les couloirs écartés, au mur des baraquements, tout un grouillement de raccrochantes, de boucaneuses ou de moineaux qui, dans le froid, l'hiver, entre deux coliques, musent à la recherche d'un peu de sucre et de tabac, de quelques ronds contre un peu de plaisir. Avec emphase, on nous enseigne la règle de chaque roi. Ces épisodes, la prise du pouvoir par Louis XIV, la réforme du royaume, le bon Colbert, la régence, la guerre de succession d'Autriche, l'attentat de Damien, le départ de la Pérouse. A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Ça, c'est une anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez. La Pérouse, c'est un voyageur qui est parti explorer des endroits exotiques chez des tribus indigènes et des choses comme ça. Et qui revenait souvent avec des nouvelles. Et qui a disparu complètement. Voilà, il est parti en voyage et on l'a jamais revu. Et selon des témoignages de l'époque, a priori c'est peut-être plus faux que vrai, je sais pas, on n'en sait trop rien. Les dernières paroles de Louis XVI auraient été a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Avant de mourir, il voulait savoir où était Monsieur de la Pérouse. Mais on ne nous raconte jamais ces pauvres filles venues de Sologne et de Picardie, toutes ces jolies femmes mordues par la misère et parties en malposte, avec un simple ballot de frusque. Nul n'a jamais retracé leur itinéraire de craponne à Paris, jusqu'aux grilles de château. Nul n'a jamais écrit leur fable amère. Afin de loger les 1500 personnes chargées de la bouche du roi, on avait exproprié toute la population de l'ancien village de Versailles. Oui, toute. Allez vous faire pendre ailleurs, marauds, pochards. On rasa le bourg, on rétama la terre afin de bâtir à sa place le grand commun. Corps de logis sobre et harmonieux, exemple d'équilibre et de mesure. Voilà, on a viré tout le monde pour que les gens puissent travailler à Versailles. Et jusqu'au bout, jusqu'à la Révolution, Versailles verra une débauche de serviteurs innombrables, de laquais de toute espèce, tournebroches, violons, porteurs d'instruments, coureurs de vin, conducteurs de haquenets, verduriers, potagers, enfants de cuisine, tout cela à côté d'un ramassis de charges, dames de compagnie, pages, et pas moins d'une quarantaine de valets de chambre pour le roi seul. 40 valets de chambre pour un roi. Moucherons sublimes voltant autour du lit royal, du miroir royal, du pot de chambre de sa majesté. Or, la France était criblée de dettes, on ne savait plus que chanter aux banquiers dans cette course à l'abîme. Les grandes perruques avaient coûté très cher. Les louis, quel que soit leur chiffre, avaient mis la main sous trop de jus, pincé trop de bourrelets et mordu trop de fesses. Oh, je sais, on me l'a dit, ce qui a coûté cher, vraiment très cher, la véritable lacune du trésor, le fond du fond de nos dettes, c'est la participation de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis. Tout aurait alors piqué du nez, je n'en crois pas un mot. La dette est plus ancienne. On répète à l'envi que le train de vie de la cour représentait une infime partie des dépenses. Et puis on nous donne des 7 à 10% du budget de l'État, comme si ce n'était rien. Charge colossale, sans doute plus élevée encore, tant la comptabilité des grands déborde toujours de ses propres comptes et surcharge les autres, les vassalise et les cornaque. Donc là en gros il dit... faut regarder comment vivaient les rois, faut regarder comment vivaient les Louis, là, 14, 15 et 16. Faut regarder les dépenses énormes qu'ils faisaient pour leur propre confort. Faut regarder un peu tout ce qu'il y avait autour d'eux, tout ce que ça a nécessité, tout ce que leur mode de vie a nécessité. Et on pourrait refaire après le même schéma pour les très grands bourgeois, hein, pour les 26 personnes, je crois, ou les 14 personnes, je sais plus ce que c'est le nombre, mais c'est en dessous de 30, qui possèdent 50% des richesses mondiales. On répond à Vuillard, oui, non, mais attends, ce qui a vraiment mis la France dans la ruine, c'est quand la France a participé à la guerre d'indépendance. Il dit, attends, non, attends,
c'est 10% du budget de l'État. Donc 10% de tout l'argent de toute la France, c'est dans la petite personne du roi et sa femme, d'accord. Donc déjà, c'est pas rien. On peut pas dire que c'est rien. On peut pas dire que ça a un impact, que ça a pas un impact énorme. Et puis surtout, on sait très bien que quand des gens dépensent autant d'argent, euh, tout n'est pas compté. Et tout n'est pas compté de manière très honnête. Donc c'est 10% de manière officielle. Alors imaginez combien c'est de manière officieuse. Imaginez combien a réellement été dépensé. Il existe 4 horlogers de la chambre du roi. L'un d'eux a pour unique mission, chaque matin, de remonter sa montre. On dirait une farce, une rablaiserie, absurdité d'auteur, un racontard. Mais il y a plus drôle, il y a pire. Il y a un capitaine des mulets à Versailles, quand il n'y a plus de mulets. Or, il y a les avertisseurs dont l'unique tâche consiste à savoir à quelle heure le roi désire la messe. Il y a l'achat par Marie-Antoinette d'une paire de girandoles de diamants pour 200 000 francs en 1775. Il y a la même année une sublime paire de boucles d'oreilles. Allez hop, 300 000 francs. Mais qu'est-ce que c'est 300 000 francs? Comme on est petit, mesquin. Et puis il y a la mode, la tribu, dérisoire. Mais qui sait ce qui est essentiel à l'âme? À un moment, ironie de mauvais diable, la fureur va à la puce. On veut que tout soit de couleur puce. Jeune puce, cuisse de puce, d'autres puces. Ah, la fantaisie, le rire. Et puis la reine se lasse. La puce a fait son temps. On veut à présent du blond cendré. Le coiffeur de Sa Majesté coupe une mèche de ses beaux cheveux, Mercure l'emporte vers les filatures de Lyon, où l'on doit produire des tissus qui soient exactement de la couleur de ses cheveux. Mais l'habit ne suffit pas, il faut la coiffure, et cela est un art. On confectionne des chevelures comme on n'en verra jamais plus, pièces montées sur plusieurs étages, monticules de cheveux relevés, crêpés en hérissons. On y trouve de tout, des plumes, des rubans, des petites scènes de théâtre, une jolie meunière à qui cause un galant. Oui, on voyait des coiffures de femmes à l'époque, dont des coiffures de la reine. Bonne nuit, Westbin. Dont des coiffures de la reine où il y a des petits personnages, il y a des petites statues de personnages, il y a des petites scènes de théâtre, des choses comme ça, dans les cheveux. Donc c'est un travail énorme. Hein. J'ai envie de savoir combien coûtent les ministres, le président et l'assemblée maintenant. Parce que les gardes, ça peut être noté comme budget militaire. Ouais, bah faudrait voir. Je sais pas s'il y a un truc comme ça, combien coûte le président. Un président, combien ça coûte? « 61 voitures, 7 scooters et... Putain. Ouais, bah alors déjà les assurances des voitures du président, c'est 88 000 euros. Ensuite, il y a la cave de l'Elysée avec plus de 15 000 bouteilles. Déjà, ça doit quand même jouer pas mal. Il y a 10 résidences. Il y a 2 Airbus et 6 Falcon. Donc en tout, 215 millions d'euros juste pour les avions. Le président, lui, il est payé 157 266 euros et le Premier ministre 248 318 euros. Il y a 249 personnes qui assurent la sécurité du président. Il y a le service de santé qui compte 11 médecins. Et en 12 ans, le budget officiel de l'Elysée a été multiplié par 9. Voilà. Bon. Donc en gros, c'est quand même pas mal de pognon, quoi. Hein. Je crois qu'on peut dire pas mal de pognon. Un pognon de dingue, est-ce qu'on peut dire un pognon de dingue? Enfin... En 2019, l'Elysée a dépensé 105,33 millions d'euros. Voilà. En gros, ça c'est l'argent dépensé par l'Elysée. Euh... Enfin, la nostalgie d'une vie rustique avait bâti le hameau de la Reine. Farce champêtre, paradis miniature où le théâtre et la fête font oublier les soucis de la cour, la famine du royaume et la dette de l'État. Autour d'un petit étang, on avait érigé une dizaine de chaumières, une ferme, il faut bien becter, un colombier pour que ça coule, un boudoir car il faut être belle, une grange puisqu'on aime se rouler dans le foin, un moulin parce que c'est joli, un jardin fleuri, et sur une minuscule rivière, un petit pont de pierre.
On s'était inspiré du parc d'Ermenonville, de sa conception simple, naturelle, s'adressant directement aux yeux, à l'esprit et à l'âme, et qui lui-même avait puisé son inspiration dans La Nouvelle Héloïse, le roman de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, par ce qu'elle a de plus ridicule et peut-être de plus charmant, Marie-Antoinette effleure l'auteur du contrat social. Ce rapprochement ne doit ni vous surprendre, ni nous inquiéter. Après la Révolution, le petit bourg lui-même servira de cabaret, puis de maison de rendez-vous. Ainsi, nous comparaissons de bien des manières devant le temps. Un bandeau sur les yeux, il nous livre à toutes les séparations et nos œuvres seront dispersées comme les chairs d'Athalie, livrées aux chiens. Bon, il faut connaître Athalie. Et c'est pas Jacques Attali. Hein. Ça me fait marrer La Nouvelle Héloïse parce que la, la clinique psychiatrique où était ma femme, parce que ma femme a été en clinique psychiatrique pendant 2 mois, c'était la maison où Jean-Jacques Rousseau a écrit La Nouvelle Héloïse. La clinique psychiatrique a été construite dans la maison où Jean-Jacques Rousseau a écrit La Nouvelle Héloïse. Mars qui s'énerve. 11 médecins, le foutage de gueule, on peut le dire. Après, il nous donne 150 €. Ouais, mais je l'ai déjà dit, ça qui se les fout au cul, c'est 150 €, cet enculé. Et tandis que les princes ne se refusent rien, les finances du royaume s'assèchent. La France fait carême. Commence alors une furieuse et chaotique course à l'impôt. La taxe, le tribut, la redevance sont un même hurlement froid et monotone. D'un côté, il fleure le parfum, la fumée, montée des lustres. D'un autre, il pue la sueur et la chandelle. Il y eut alors une valse. Les ministres des Finances se succédèrent à une cadence effrénée. On gouverna à coups d'expédients, banqueroute partielle, imposition prétendue provisoire mais qui se prolongeait sans fin. Vint d'abord Turgot, qui voulut la libre circulation des biens et des règlements des métiers afin d'affranchir la population de ses pesanteurs. Il tomba en à peine 2 ans. Vint alors Necker, un banquier. Sa grâce ne dura point. Puis ce fut Calonne, homme délicat. Il paraît qu'il s'adressait à de jolies dames, qu'il adressait à de jolies dames des pistaches enveloppées dans des billets d'escompte. L'argent ruisselait. Il favorisa éperdument la spéculation. Une fois que le déficit eut atteint un degré critique, on le congédia. Il y eut encore Brienne et quelques autres. Le trésor était vide, mais on ne savait le montant exact de la dette. Pour calmer les esprits, la cour annonça qu'elle allait réduire son train de vie. Ce fut une petite révolution domestique. Marie-Antoinette diminua le nombre de ses chevaux, puis elle réalisa sur les articles de sa table et de sa chambre une économie d'1 million. C'était avouer le montant faramineux de ses dépenses. Et puis ce fut Necker de nouveau afin de rassurer la bourse, car c'est à la bourse déjà qu'on prenait la température du monde. Et tandis qu'à Versailles on chasse le cerf, Necker se creuse la rouille. Il avait commencé sa belle carrière chez Girardot, une banque d'affaires franco-suisse spécialisée dans la spéculation sur la dette souveraine et les matières premières. Putain, le monde a pas beaucoup changé quand même. Le monde a quand même pas beaucoup changé en 250 ans. Pardon, ça me fait rire, hein, mais c'est quand même très fort, quoi. Le mec, il bossait dans une banque d'affaires franco-suisse spécialisée dans la spéculation sur la dette souveraine. C'est quand même fou, quoi. C'est pas Macron, le gars, par hasard. Enfin, c'est peut-être c'est peut-être son aïeul. Le jeune Necker tenait les livres de compte, il était, dit-on, bien doué. La légende veut qu'au pied levé, il ait un jour remplacé le premier commu dans une affaire majeure. Il ne se tint aux directives qu'on lui avait laissées et prit une position hasardeuse, comme ces traders qui de nos jours jettent leurs ordres entre les mâchoires du monstre en espérant que cela passe. Et cela passa. Il réalisa d'un coup formidable bénéfice de 500 000. Ah pardon, il réalisa d'un coup un formidable bénéfice de 500 000 livres. On le prit aussitôt pour associé. L'État prospéra. L'établissement prospéra, pardon. Il spécula sur la dette anglaise grâce à des informations de première main. C'est qu'entre-temps, Necker avait été nommé administrateur de la Compagnie des Indes, mais il spécula aussi sur la dette française. Le profit est une mélancolie sans mesure, toute la déception du monde se traduit en puissance de vendre et d'acheter. Ainsi, les compétences de Necker dépassaient les effets du trésor, elles allaient au négoce. Il fit porter ses calculs sur le prix des matières premières, mais surtout sur l'achat de greniers, de quantités de blé effarantes. Enfin, devenu intendant des finances du roi de France, Necker lança de colossales contributions publiques. La banque, qu'il venait tout juste de quitter, souscrivit pour 14 millions. Ainsi, durant toute la période qui précède la Révolution, on assiste à de curieuses manœuvres sur les deniers de l'État. La dette publique ne cesse de croître et le peuple a faim. On spécule en bourse sur les emprunts, la France est presque banqueroutière. C'est son ancêtre, tout est lié.
En tout cas, c'est son ancêtre spirituel. Ah non, mais c'est drôle quand même, hein. Une banque suisse qui fait de la spéculation sur la dette souveraine. C'est quand même le cynisme des gens qui nous dirigent. Vous dites qu'il a pas changé depuis Louis XVI. C'est fou, hein. On peut pas, on peut pas dater l'apparition du système bourgeois. On peut pas dater la bourgeoisie. On peut pas... Parce que vous savez, je vous parle de Marx, je vous parle du manifeste du Parti communiste, de comment est-ce qu'il faut mettre à terre la bourgeoisie, etc. Et même lui dit que la bourgeoisie, elle est là depuis longtemps, mais on ne saurait pas dire à partir de quel moment elle apparaît. Et quand on a, au XVIIIe siècle, un mec qui vient du public du privé au public et du public au privé, exactement comme font tous les ministres du gouvernement actuel, vraiment ces petites stratégies bourgeoises de rentrer dans le cœur exécutif d'un pays, puis d'être dans le côté spéculatif, et d'être du côté de ceux qui ruinent les pays et qui ruinent les gens, etc. Euh, Peu de choses ont changé dans la manière de gérer tout ça. Bon, vous croyez-vous en la réincarnation? Non, pas du tout, moi. Mais, euh, mais non, je crois en un système qui produit des gens qui finalement sont souvent les mêmes. Le 4 mai, les États généraux s'ouvrirent à Versailles. Le lendemain, on se réunit dans une grande salle construite pour l'occasion à l'hôtel des Menus Plaisirs. C'est somptueux. 1139 députés y prennent place. Cette fois-ci, on a besoin d'eux pour lever l'impôt. Il faut que les trois ordres l'acceptent avant que la température ne monte. Le premier jour, le roi paraît. Il déclare être le premier ami de son peuple. On voudrait le croire. À sa gauche, Marie-Antoinette somnole. Elle est coiffée d'un panache de plumes blanches. Enfin, Necker prend la parole. Il se lève, gros, content de lui, comme on disait alors. Fat, je sais pas si on dit fat ou fa. Je vois souvent ce mot écrit, je sais ce qu'il veut dire, hein, mais je sais pas si ça se prononce fat ou fa. Fat, comme on disait alors. Et si l'on en croit les trigones et sextiles, les quiconces et les quintiles, la prédominance des signes d'air dans son thème le prédispose à tout ce qui est volatile, souplesse, adaptabilité démoniaque, pragmatisme. La présence non moins notable du feu indique un excès de hardiesse. La morgue. La carence de l'eau a des effets plus tristes, elle dénote un manque de sensibilité. On n'est pas capable d'aimer autant que les autres, on n'est pas concerné par ce qui relève du cœur. Et ce jour-là, Necker fut très exactement ce qu'il était, froid, démonstratif. Il ne parla que de finance et d'économie politique. Il fut abstrait, hautain, et il assomma tout le monde pendant 3 plombes par un discours technique et obscur. Aucune des questions vitales ne fut abordée. La réception fut un four, l'assistance était déçue. C'est vraiment... Non, c'est Macron, hein. Non, mais c'est Macron, c'est même pas son ancêtre, c'est même pas sa réincarnation, c'est Macron. C'est Macron, le gars. C'est fou, hein. C'est vraiment Macron, le gars. Le temps passa. L'urgence fut de plus en plus vive. Les Français grondaient. Et voici quelque temps plus tard que le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi faisait fermer la salle des menus plaisirs. On partit donc au jeu de paume et on prononça de très grands mots. Serment, constitution. 3 jours passèrent, le roi déclara nulles les décisions de l'Assemblée et demanda aux députés de quitter la salle. Les députés du tiers refusèrent d'obtempérer. Mirabeau prononça alors sa grande phrase, commençant par le peuple et se terminant sur la force des baïonnettes. Ah, c'est comme si parfois, un homme avait attendu toute sa vie de dire quelques mots, que ces mots le possédaient tout entier, le retenaient entre leurs syllabes, lui faisant expier tout le reste, et qu'il portait en eux, dans le drapé de la formule, un mélange d'évidence et de mystère, de grandeur et de trivialité, où l'humanité trouve son augure. Oui, Mirabeau parle, il est un sentiment, une vérité. Nul ne peut plus rien contre. Il dit. La grosse gueule s'ouvre pour la première fois avec autant de souffle et de culot. La volonté du peuple vient de faire son entrée dans l'histoire. Et là, on est vraiment au moment extrêmement important de la Révolution française. Et on est vraiment au moment que moi, en tant que prof de littérature, qui m'intéresse énormément, parce que je dis souvent que il n'existe pas vraiment encore de littérature au sens où on l'entend, hein. Évidemment qu'il existe de la littérature, mais dans un sens très concret, il n'existe pas véritablement de littérature et il ne peut pas véritablement exister de littérature avant le 19e siècle. Et c'est pas pour c'est également d'histoire et également de sciences, etc. Parce que je vous rappelle qu'avant tous les domaines de la chose écrite étaient regroupés sous le titre des belles lettres, et donc la littérature n'existait pas. Il y avait les belles lettres, mais les belles lettres c'était aussi bien la biologie, les textes de loi, les discours politiques, l'astronomie, la littérature, la philosophie, etc. Mais bon, c'est pas un hasard qu'au moment où les belles lettres éclatent et que plusieurs domaines se créent, ce soit le moment où la volonté du peuple fait son entrée dans l'histoire.
sans une volonté du peuple qui est vraiment rentrée dans l'histoire, on ne peut pas arroger d'indépendance, de liberté dans la littérature, parce que la littérature, c'est, à partir du 19e siècle, écrire la vie du peuple, la vie de l'individu. Et avant, la vie de l'individu, ça n'intéresse personne. On ne connaît pas l'histoire des individus avant très longtemps. C'est vraiment qu'à partir du milieu du 19e siècle, on commence à se demander comment les individus vivaient au Moyen-Âge. Avant, on se demandait juste comment les riches vivaient au Moyen-Âge, comment les nobles vivaient au Moyen-Âge, comment les grands hommes vivaient au Moyen-Âge. Et là, on a Mirabeau qui fait son discours, qui parle de la force des baïonnettes, et la volonté du peuple vient de faire son entrée dans l'histoire. Est-ce que de Mirabeau, parce que lui il dit ce fameux discours qui commence par le peuple et qui finit par la force des baïonnettes, moi je le connais pas ce discours-là. Vous le connaissez vous? Vous le connaissez vous ce texte? Nous sommes ici par la volonté du peuple. Je voudrais bien le vrai discours. Bah alors, il va pas possible de trouver le discours. Alors, Mirabeau, discours 23 juin. Wikisource, je sais pas. Séance royale du 23 juin. Mais non, mais... Ah. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Ah, c'est juste ça la phrase? Bon. Dommage. Dommage de pas avoir un truc plus précis, mais c'est pas facile de trouver... Ouais, je sais, jeu de paume, 23 juin, c'est ce que j'ai fait, hein, mais bon, il va pas me... Plus compliqué que ça, apparemment. Bon, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. En tout cas, c'est une très belle phrase. Et 5 jours plus tard, le roi cède. Il appelle la noblesse et le clergé à se joindre aux tiers états. On est réconcilié, mais le peuple est méfiant. Dans l'ombre, le comte d'Artois presse le roi de faire usage de la force. Il distille son vinaigre chaque jour, à chaque heure. Et tandis qu'on prononce des paroles conciliantes, on fait converger vers Paris des troupes de mercenaires. On allait achaudir les faubourgs. Les tambours roulèrent, on vit défiler les jaquettes rouges, les tricornes, l'ombre des cavaliers sur les palissades de Torchy. Paris se sentit lentement tenu, étranglé, menacé. Chez Ramponneau à la courtille, les porteurs d'eau, la crieuse de vieux chapeaux, les marchands de ferraille ou de peaux de lapin, la vendeuse à la marée, tout le monde s'excite. Antoine Salochon, cocher, s'excite. Jean Morin, tailleur de pierre, s'excite. Au marché Saint-Martin, les tonneliers s'excitent. Les loueuses de chaises, les vendeuses de harengs ou de betteraves s'excitent. Chez Bonneau, entre deux baquettes Vassel, Charles Glaive, papetier, s'excite. Milou, tablettier, s'excite. Jean Robert, serrurier, chaurier, tapissier, picolet, imprimeur, s'excite. C'est intéressant de... C'est certes une petite succession. Bah salut Mélanie, t'étais là au début? Je sais même plus si t'étais là. Si, t'étais là au début, si. C'était le 20 juin, pas le 23, c'est vrai? Il me semblait qu'il disait le 23, il disait le 20 juin, il y avait ça. Oui, d'accord, y a pas plus de phrases que ça, d'accord. Je croyais qu'il y avait un vrai discours autour, en fait. Non, non, mais du coup, bah merci, Mélanie. Merci. C'est le serment du jeu de paume, d'accord. Oui, c'est une succession comme ça peut être, ça peut paraître inintéressant, cette énumération, mais c'est intéressant d'avoir les noms des métiers de l'époque, quand même. Parce qu'on parle d'une révolution populaire, donc une révolution populaire, il faut savoir qui est le peuple à ce moment-là. C'est très bien ce qu'il fait, je trouve. Dans tous les cabarets, on lève les pintes de plomb, les verres de grès, on trinque à la bière et à l'eau de vie, on grimpe sur les tabourets. Les porcherons s'énervent, le moulin de Javel s'énerve, Vaugirard s'énerve, la râpée s'énerve, le grand et le petit Charonne, le gros caillou, Ménilmontant, tous les quartiers populaires s'énervent. Au cabaret de la Bouteille, on parle beaucoup et fort, on crie, on jure, ah comme on aimait monter sur les tables en ce temps-là. Au cabaret de la Fontaine, Charles Bassin, Vanier monte sur la table et s'énerve. Pierre Pontillon, Grenier s'énerve. Jean Chevreul, bruiteur,
grimpe sur sa chaise et s'énerve, les disputes s'animent, tout le monde se couche tard. On parle, on n'a jamais tant parlé. D'habitude, on turbine surtout, c'est tout le jour des mouvements de jambes et de bras, la sueur, le corps qui plie, mais depuis avril, on cause. La bouche produit des mots, beaucoup de mots, une avalanche. C'est des moments très forts, ça, les moments un peu d'insurrection, etc. Les gilets jaunes, c'est un moment où on a rarement autant parlé aussi. Je sais que c'était pas une révolution, je sais que c'était pas un truc parfait, les gilets jaunes, je sais qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à beaucoup de gens qui ont participé aux gilets jaunes, mais en même temps, bon, c'est déjà bien d'avoir participé aux gilets jaunes, donc pourquoi pas. Je suis pas de ceux qui sont cyniques vis-à-vis des gilets jaunes. Mais pendant les gilets jaunes, on parlait beaucoup, et on a beaucoup remis de choses en question. Et là, on est dans un moment où les gens ils commencent à parler, mais encore plus que pendant l'époque des Gilets jaunes. Ils parlent beaucoup. Non, les Gilets jaunes, c'était fou. Hein. Les Gilets jaunes, ce moment où le peuple a décidé d'avoir son mot à dire. Donc on s'est fait niquer. Donc maintenant, on n'a plus le droit de manifester parce qu'on se fait tabasser la gueule dès qu'on manifeste. Il y a eu des très grands blessés. Il y a eu des choses extrêmement graves qui se sont passées. Bon, on est rentré à l'issue des Gilets jaunes dans un état fasciste. Mais en tout cas, c'était important ce qui s'est passé. C'était important que le peuple comprenne sa responsabilité, son pouvoir, comprenne qu'il peut prendre une place dans le débat républicain, et surtout que les gens commencent à se poser des questions, à se politiser. Pendant les Gilets jaunes, tout le monde était politisé. Avant les Gilets jaunes, pendant l'époque début Hollande, avant Nuit debout, toutes ces époques-là, Sarkozy, début Hollande, les gens n'étaient pas politisés. Les gens... Alors c'est par période, hein, de toute façon ça vient, ça part, ça revient. Il y avait beaucoup de périodes où les gens ne parlaient pas de politique, aujourd'hui on parle plus que de ça. Ils les prenaient pour des feignasses, des fouteurs de merde sans conscience politique qui faisaient ça pour casser les pieds. Non, ils les prenaient pas pour ça. Mais ils disaient ça parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut dire dans ces moments-là. Je sais pas ce que lui il pense. Le 11 juillet, Necker est de nouveau remercié. Il est remplacé par Breteuil, lié au comte d'Artois et à la reine. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est le retour d'une politique d'intransigeance. Dans la nuit du 11 au 12, Paris se tourne dans son lit. On dort mal. Le 12 juillet, l'ambiance est électrique. Des groupes des groupes se forment et un peu partout on s'interroge, on discute, on proteste. Et voici que dans l'après-midi au Palais Royal, un jeune avocat de 29 ans, au visage doux, aux beaux cheveux longs, comme c'était alors la mode, bégait que la démission de Necker est inquiétante. Un petit groupe se forme, l'écoute. On l'encourage à parler haut. Cela se passe devant le café 2 fois. La patronne de cet établissement avait eu pour son mari l'autorisation de vendre les rafraîchissements et des glaces dans la grande allée des marronniers, ce qui attirait bien du monde. Elle avait obtenu cette autorisation en une audience particulière du duc d'Orléans qui la trouvait fort belle. On voit de quel prix se payaient les grâces, et c'est justement devant ce café où le bon duc, afin d'admirer la jolie patronne, était quelquefois venu boire une limonade que Camille Desmoulins, c'est le nom du jeune avocat, Camille Desmoulins, faut retenir ce nom, c'est un nom important, hein. Là c'est pas quelqu'un, c'est pas un random travailleur. C'est le nom du jeune avocat qui monte sur une table de bistrot et bégaye son premier discours, car il bégayait. Et c'était inouï le nombre de becs devenus orateurs, et le nombre de cancres devenus écrivains. La vie est bien curieuse, qui nous attrape souvent par où elle a manqué. Ça, j'aime beaucoup. Je lis ce que vous me dites. Remettre le pouvoir du peuple au premier plan. Ouais, carrément. J'aime beaucoup ça. C'est inouï le nombre de becs devenus orateurs et le nombre de cancres devenus écrivains. La parole populaire, même illégitime, s'affirme. D'un coup. Les gens prennent parole. Les gens imposent leur parole, malgré le fait que c'est pas ceux qui s'expriment le mieux. Et ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est marqueur d'une période d'insurrection. Une vraie période d'insurrection populaire, pas une période d'insurrection bourgeoise, parce que des périodes d'insurrection bourgeoise, on en vit tout le temps. Mais une période d'insurrection populaire, c'est quand les gens qui ne savent pas parler font des discours. Ça, c'est beau, des gens qui ne savent pas parler qui font des discours. Des gens qui ne savent pas débattre qui débattent. Des gens qui ne connaissent pas le langage, les subtilités du langage public, de la parole publique, et qui le font quand même. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. La vie est bien curieuse, qui nous attrape souvent par où elle a manqué. Camille propose au peuple la colère. Il grimpe sur une table devant le café de foie. On prépare une Saint-Barthélemy des patriotes, lance-t-il. C'est sa formule la plus célèbre, son moment de grâce. Le mot patriote est alors une sorte de sésame. La foule tombe d'accord. Les paroles du jeune homme font écho à nos peurs, à l'inquiétude qui monte, au manque de pain. Oui, on prépare une Saint-Barthélemy, mais on n'y arrivera pas. Le comte d'Artois n'entrera pas à la tête de ces mercenaires dans Paris. Les petits mots de Camille ricochent partout, ils pissent, ils suintent, ils sont la forme de ce monde, comme ceux de Mirabeau, ils touchent à une matière sans preuve, un stigmate, une foi.
Loin du menuet du langage, ils sont un signe compréhensible à tous et pourtant insondable. Ce sont les mots de tout le monde. Je me rappelle qu'on hésitait souvent, qu'on n'hésitait pas à dire qu'on soutenait les gilets jaunes, du moins au début. Oui, au début, maintenant c'est plus compliqué parce que le problème c'est que et l'extrême droite et l'extrême gauche ont eu des représentants gilets jaunes. Mais moi je crois, ça vaut rien ce que je dis. Ça vaut rien du tout ce que je dis. Mais je crois que les gilets jaunes étaient avant tout un mouvement d'extrême gauche. Je crois que les bruyants d'extrême droite qui ont participé à ça n'avaient aucun intérêt dans les manifestations. Et que c'est grâce au Black Bloc, et que c'est grâce à tous ces groupes, ces petits groupes extrémistes, ces petits groupes fauteurs de troubles, etc., que les Gilets jaunes ont été si puissants, et que les Gilets jaunes ont eu un impact aussi important, et que les Gilets jaunes ont fait aussi peur. L'extrême droite avait aucun intérêt à être là. L'extrême droite était présente, mais à quoi bon? Est-ce que vraiment c'est l'extrême droite qui fait les gilets jaunes? Je crois pas. Dans l'idée c'est plaisant, mais comme avec les gilets jaunes, les cancres qui commencent à écrire se retrouvent à être complotistes, à être des complotistes anti-vaccins et anti-masques avec beaucoup de popularité. Bonsoir Terracos. Tu crois que les cancres sont forcément tous des complotistes? Alors il y a un rapport, non d'ailleurs non, non, non. Non, non, les dernières statistiques qui ont été faites là-dessus montrent que justement, le complotiste est plutôt un petit bourgeois. Déjà, le complotiste est plutôt une femme, et une femme plutôt nantise. Nanti. Ça, je me pose des questions, moi. Nanti, je le mets toujours au féminin. Non, Nantille. Nantille. Oui, c'est ça, Nanti. Oui, pardon. Je me pose des questions, des fois. Euh... au contraire, je crois pas du tout que les cancres soient spécialement des complotistes anti-vaccins, etc. Mais ça, c'est. Il faut pas confondre. euh, il faut pas confondre les paroles fortes et les paroles dominantes, hein. Et ça, c'est un truc qui est très dangereux. C'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, vous savez, on a fait une vidéo à la con qui s'appelle Éric Zemmour, mais en sympa. Et il y a une quantité de fachos dans les commentaires qui est absolument hallucinante. Mais vraiment, il va y avoir 400, 500 commentaires de fachos sous la vidéo. Et beaucoup de gens m'ont dit, ah là là, c'est flippant quand même quand on voit les commentaires. Vraiment, ça fait peur. On se dit qu'il y a vraiment beaucoup de fachos en France et tout ça. Mais non, c'est les 400 mêmes personnes que vous allez trouver sur Twitter. Moi, sur Twitter, je bloque les fachos. Sur Twitter, j'ai bloqué peut-être un peu moins de 800 personnes, je crois, quelque chose comme ça. J'ai dû bloquer 800 personnes sur Twitter. Je vois plus de fachos. Du tout. Du tout. Mais vraiment, hein. Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Ils sont très, 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 très bruyants. Mais ils sont pas tant que ça, les gens qui adorent Éric Zemmour. Éric Zemmour fait pas des chiffres d'audience qui sont folles par rapport à Usul. Usul fait des audiences qui sont 10 fois supérieures à celles d'Éric Zemmour. Mais, euh, mais non, je crois pas je crois qu'il faut faire attention. Les complotistes sont très bruyants aussi. Les gens qui sont anti-complotistes le sont beaucoup moins, ou les gens qui ne sont juste pas complotistes le sont beaucoup moins. Mais au grand moment s'associent toujours des épisodes plus légers. Saugrenus, comme une respiration de l'âme où s'insinue l'erreur par une contorsion délirante. Dans une boutique sur les boulevards, on emprunte des figures de cire, les bustes du duc d'Orléans et de Necker, et on les promène dans les rues comme nos lards, des bienfaiteurs. Les arbres sont tout pleins d'hommes et de gamins postés là pour mieux voir. Les branches ploient, donc les branches. On cause d'un arbre à l'autre, les bustes passent en dessous, innocents et grotesques. Il y a des gens partout, sur les toits, aux fenêtres. C'est fou c'est fou le monde qu'il peut y avoir dans une ville. Et ce ton nouveau, cette excitation, ce déferlement de paroles, cette amitié. Et puis les manifestations gagnent les Tuileries. Alors, sous les ordres du prince de Lambesque, un régiment charge la foule. Une journée est un signe, et les signes sont ambigus, contradictoires. Ainsi, tandis qu'on se libère, que la chanson de Faubourg supplante la gavotte, les cavaliers chargent. On frappe, oh, sans vouloir tuer, mais on cogne, on bouscule, les femmes courent entre les haies, tout le monde recule, emporté comme une fourchée de fumier. Un colporteur, François Pépin, traîné par les cavaliers, se prend un coup de baïonnette. Pour se défendre, les gens improvisent des barricades de chaises, puis ils saisissent des bâtons, des caillasses. C'est l'intifada des petits commerçants, des artisans de Paris et des enfants pauvres. Intifada? Qu'est-ce que ça veut dire, intifada? Ah, ça vient de l'arabe, ça veut dire soulèvement.
Intifada, donc ça veut dire soulèvement. Intifada, ça se prononce. Enfin, les gardes françaises, parmi lesquelles la grogne avait monté chaque jour d'un cran, se rallient aux émeutiers. Ah là, c'est le moment où ça commence à devenir flippant, et c'est le moment qu'évite Macron, absolument. Euh, En l'occurrence, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec Dudu sur le fait que, évidemment, que le régime universel de retraite ne concerne pas les flics. Parce que si ça concernait les flics se rallieraient aux émeutiers, et là ce serait très dangereux. Depuis l'affaire Réveillon, on discutait les ordres, on ne voulait plus tirer sur la foule. On y avait des frères, des sœurs, des amis. Apprenant ce qui se passe aux Tuileries, les soldats quittèrent aussitôt leur caserne et se heurtent aux troupes royales. Devant cette résistance imprévue, le baron de Bézenval ordonne à la troupe de se retirer. Eh oui, on se retrouve force de l'ordre contre force de l'ordre. Ça fait pas très envie. La guerre de Yasser Arafat contre Israël s'appelait la deuxième ou la troisième intifada. C'est très possible. Ouais, c'est ça, première intifada, les accords d'Oslo en Cisjordanie, bande de Gaza, Palestine, ok, ouais. Ouais, bien, bonne culture, Mélanie. Paris est désormais au peuple. Tout chaviré, aiguisé, se baignant aux fontaines, la nuit est tombée. De petits groupes marchent sur les barrières. Ce sont les bandes d'ouvriers, de menuisiers, de tailleurs, gens ordinaires, mais aussi des portefaix, des sans-emploi, des argotiers sortis tout droit de leur échoppe ou du port au bled. Et dans la nuit de la grande ville, il y eut alors une étincelle, cri de Mika. L'octroi fut incendié. Puis un autre, encore un autre, les barrières brûlaient. Ce qui brûle projette sur ce qui nous entoure un je ne sais quoi de fascinant. On danse autour du monde qui se renverse, le regard se perd dans le feu. Nous sommes de la paille. Il aime beaucoup les manifs et tout ça, Eric Vuillard, invisiblement. Et je pense qu'il va en manif. Ceux qui brûlent projettent sur ce qui nous entoure un je ne sais quoi de fascinant. Moi, les images des Champs-Élysées en feu, c'était magnifique. Il y avait de très 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 belles images. C'est vrai que ça projette sur ce qu'il y a autour quelque chose d'impalpable. Le 13 juillet, au matin, on se rapproche, à l'hôtel de ville, les bourgeois inquiets se réunissent. Ils montent un comité et décident de la création d'une milice armée. Vous voyez, Astronogeek, qui dit que la Révolution française est une révolution bourgeoise, là on a les bourgeois qui s'arment contre le peuple. Pas de distinction de classe sociale entre les complotistes. Le complotisme touche tous les milieux, bac plus 10 comme bac moins 5. Ouais, il y a un complotisme ordinaire. Merci pour le lien, Mélanie. Je vous invite à regarder. C'est très court en plus l'article qu'elle a envoyé. Donc là, on a des bourgeois qui créent une milice armée. À la même heure, le roi part à la chasse. Son cheval galope dans les bois, ses gens rameutent les chiens, ça jappe, le cerf court entre les fourrés. Seul le temps change les hommes, mais certaines distances semblent chargées de siècles. À 20 km de Paris, on vit dans un autre monde. La reine est au Trianon, elle cueille des capucins. Les événements des derniers jours la rendent un peu nerveuse. Mais son emploi du temps ne varie pas. Elle reçoit Fersen ou Fersan, je sais pas, cet après-midi pour se détendre. On fera quelques parties de billard. Alors les Parisiens cherchèrent des armes. Ils craignaient le retour des troupes. Une curieuse idée sur laquelle on tomba dans le tourniquet de l'action fut d'aller au mont-de-piété. On se rua aux objets gagés. Ah oui, alors le mont-de-piété, c'est... Vous connaissez Pawn Star euh... Alors moi, je me suis retrouvé au milieu de l'Arc de Triomphe. Deuxième anecdote de la soirée. Je me suis retrouvé au milieu de l'Arc de Triomphe, qui était bloqué entièrement par les Gilets jaunes. Et le premier soir, non, le deuxième samedi, en bagnole, au milieu du rond-point de l'étoile, quoi, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, celui qui fait le tour de l'Arc de Triomphe, quoi, voilà. Et, euh, et donc, toutes les bagnoles étaient bloquées, et les gens hurlaient, insultaient les gilets jaunes et tout ça. Il y avait des voitures qui écrasaient des gilets jaunes, hein. Il y avait vraiment des voitures qui poussaient des dames de 60 ans, etc. C'était vraiment horrible. Et puis, les gens les insultaient et tout. Et puis... j'ai une petite dame, cinquantaine, soixantaine d'années, qui passe devant la voiture et qui se fait insulter par tout le monde en passant, en bloquant les voitures et tout ça. Et puis je la regarde et je lui fais
Voilà, signe de... Voilà, hein. On lève le poing gauche, on sait ce que ça veut dire. Et elle s'arrête. Ma compagne lui fait un sourire. Elle vient nous voir. J'ouvre ma fenêtre et elle me dit vous avez un gilet jaune dans la voiture ou pas? Je dis bah oui, enfin oui, on en a, oui, pourquoi? Elle dit mettez-le. D'accord, pas de souci. Je prends le gilet, je l'enfile. Elle fait des signes aux gens qui sont avec elle, aux autres gilets jaunes qui sont en train de manifester avec elle, et les mecs nous ouvrent un boulevard. Mais vraiment, ils font s'écarter toutes les voitures, ils font s'écarter tout et tout ça, juste pour que nous, on puisse aller à notre sortie. C'est-à-dire qu'il y avait 400, 500 voitures qui étaient bloquées, mais vraiment, c'est énorme, hein, le rond-point de l'Arc de Triomphe. Donc vraiment, c'était, quand je dis 500, 400 voitures, j'exagère pas, quoi. Qui étaient toutes bloquées. Et au milieu de ces voitures, on nous ouvre un boulevard. Et moi, je suis là, le poing sorti, le poing levé par la fenêtre, à dire merci aux Gilets jaunes. À les remercier et puis à les encourager dans leur lutte, quoi. Parce que moi, j'étais à fond avec eux. Et, euh, et c'était incroyable comme moment. Et tout qui pétait, il y avait les flics partout, machin. Enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Et puis les mecs m'ouvrent un boulevard pour me laisser passer parce que j'avais mis le gilet jaune dans la voiture. C'était assez fou comme moment. C'était vraiment un truc dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Et donc, voilà, ils vont au mont-de-piété. Le mont-de-piété, c'est... J'adore ces moments-là. J'ai vu les flics se battre avec les pompiers aussi une fois. Ça, c'était incroyable. Mais se battre, c'était violent, hein. Ça, c'était incroyable. Ils se balançaient vous savez, les petites fusées, la rouge. Putain, c'était trop beau. Oh, c'était magnifique. Donc le monde piété, c'est exactement Pawn Stars en fait. C'est des prêteurs sur gage. C'est là où vous allez pour prêter un objet contre de l'argent. Vous rendez l'argent, on vous rend l'objet. Vous rendez pas l'argent, on vous rend pas l'objet et on le revend plus cher. Voilà. On se rua aux objets gagés si on allait y trouver réponse à tous les problèmes. Comme si on allait y trouver les réponses à tous les problèmes. Une vérité perdue depuis longtemps qu'un pauvre bougre serait venu un jour mettre en gage. Il l'aurait gentiment déposée sur le comptoir contre quelques liards, puis n'étant jamais venu la réclamer, elle aurait été consignée, mise au clou, oubliée. Et en effet, au mont-de-piété, entre les montres suisses, les dentelles fines et les vieilles cannes, on dénicha tout un flot d'armes anciennes. Ce sont les pistolets de Mathusalem, les mousquets du déluge. La foule s'arme quand même. Donc ils vont au mont-de-piété pour aller chercher les armes. Pourquoi se battre contre les pompiers? Parce que les pompiers ont soutenu les mouvements des Gilets jaunes, parce que les pompiers étaient très très maltraités, très très mal payés, et qu'ils ont profité Alors c'était pas un samedi, je crois, parce que je me souviens que j'accompagnais ma femme peut pas prendre les transports en commun à cause de sa maladie, et j'accompagnais ma femme à un partiel à la fac, donc je pense pas que c'était un samedi. Mais, mais oui, il y avait les pompiers qui manifestaient, et puis on voyait les flics et les pompiers se battre. Ça, c'est un truc aussi, c'est une image que j'oublierai jamais. Des pompiers et des flics qui se tapent dessus, quoi. Et donc ils vont au mont-de-piété, pas pour aller voler des objets qui coûtent cher, ils vont au mont-de-piété pour aller chercher des armes, ils vont s'armer. Le matin, on avait dévalisé le garde-meuble de la couronne. Un flot bariolé glissa par ces nobles arcades. On se bouscula dans les grands escaliers et les somptueux salons, puis on déboucha dans la salle d'armes. Une foule ahurie arracha à leur niche 2 canons de parade, présents du roi de Siam. Imaginez ces gueules exotiques, démasquinées d'argent sur leurs affûts de bois des Indes vernis de noir. Alors le Siam, je crois que c'est dans l'ancienne Indochine, hein, si je me trompe pas. Donc ça va être l'actuel Vietnam. On la traîne de marche en marche, on les fait glisser sur les rampes. Alors les poings dérobèrent leurs armes au casier d'acajou, les lances dorées des anciens preux passèrent aux mains des tanneurs, et les casques des chevaliers ornèrent les têtes des grisettes. Donc là on a des pauvres qui ont des objets de collection, des objets de guerre de collection sur eux, qui s'arment de casques antiques, de canons venus du Vietnam, etc. Bref, une scène complètement délirante, quoi. Euh, Quelques-uns se couvrirent sans doute en riant de lambeaux d'armure de Philippe Auguste, puisqu'on devine sur un tableau du temps la silhouette incongrue d'un chevalier dans les rues de Paris. On s'empara des reliques, flamberges, arquebuses, hallebardes, on dépouilla les mannequins, puis quand on eut pris toutes les armes, jusqu'au sabre chinois, quelques saguets peut-être, on arracha les baldaquins pour s'en faire des bâtons, les tringles à rideaux devinrent des piques, et on se fit des gourdins avec des pieds de chaise. Depuis quelques jours, les boutiques d'armuriers étaient enfoncées, pillées. Les minutes du Châtelet font un horrible lamento. Une boutique a été ouverte ici, les portes crevées là, des barils de poudre volés ici, des couteaux fauchés là. Un commerçant est réveillé en pleine nuit, une bande fait irruption chez lui, ils veulent des fusils, des pistolets.
Partout errait une foule bizarre, armée de briques et de brocs. Et voici, arpentant le faubourg, le fils des Lumières, armé de mousquets et de piques, mais aussi de pétoirs à mèche et de fusils à rouet. On sait à peine comment s'en servir. Ce sont des antiquités venues de François Ier. D'autres brandissent des haches et des surins rouillés. De pauvres canifs. On est heureux et on défile sous le grand soleil. Enfin, par une idée saugrenue et sublime, les foules allèrent jusqu'à forcer les portes des théâtres. Elles pénétrèrent les magasins d'accessoires et firent de leurs répliques de scènes de véritables armes. On brandit les boucliers de Dardanus et le flambeau de Zoroastre. Les fausses épées devinrent de vrais bâtons. La réalité dépouilla la fiction. Tout devint vrai. Oui, c'est ça. Non, c'est plus grand en fait. C'était l'équivalent des actuels Vietnam, Laos et Cambodge. Ah oui, d'accord. D'accord. Je vois où c'est, tu vois, c'est là toute ma culture de l'Asie. C'est qu'en général, les trucs, je vois où c'est à peu près. Mais après, plus en détail, j'ai un peu de mal. Ma femme a beaucoup plus de culture là-dessus. Elle avait une belle-mère thaïlandaise, donc... elle a été élevée à moitié par une Thaïlandaise, on va dire. C'est vrai qu'avant de connaître ma femme, je savais pratiquement rien sur l'Asie, hein, c'était assez fou. Ne pas dormir, c'est vivre dans la mort. La nuit nous traîne, immobile, là où l'on renonce. Le jour est confusion et la nuit sans pitié. Elle cache en elle un miroir où l'on se devine sans se voir. Et dans le lent passage du temps aux heures silencieuses, on aperçoit parfois une bluette, une pauvre escarbille. Un instant vous creuse la face, et là, dans le feu, très bref, dans le feu très bref de notre visage, un signe s'adresse à chacun de nous, tout s'éclaire. Mais on ne le comprend jamais. On boit un verre, on fume son clope. On fume son clope. Bon, visiblement c'est masculin. On fume son clope, on ouvre la fenêtre. L'air est chaud, terriblement chaud. On ne dormira plus jamais. On restera éveillé jusqu'à ce que cette grande clarté revienne et demeure. Elle ne revient pas. Les heures s'étirent. On fouille dans ses papiers, on relit de vieilles lettres, comme si on voulait s'assurer de soi, de qui on est, de ce qu'on vaut. La nuit du 13 juillet 1789 fut longue, très longue, une des plus longues de tous les temps. Personne ne put dormir. Autour du Louvre, de petits groupes erraient, mutiques, dans une sinistre maraude. Les cabarets ne fermaient pas. Sur les quais, des solitaires pérégrinèrent toute la nuit. Ombre bizarre, il faisait une chaleur écrasante. On ne pouvait pas trouver le sommeil. Dehors, on cherchait un peu de vent, un peu d'air. Paris entier ne dormait pas. Ah, l'ambiance, elle est posée là, hein. Putain. Ce fut l'un des plus beaux étés de tout le siècle. C'est vrai, ça, il paraît qu'il a jamais fait aussi chaud au XVIIIe siècle qu'en 1789. Un des plus chauds aussi. On rôtissait, mais l'hiver avait été froid, si froid que les racines avaient gelé à plus d'un pied sous terre. La faim s'était étendue sur la France silencieuse d'abord, puis le désespoir était venu, puis la colère. Et maintenant il faisait très chaud, trop chaud. La nuit, les jeunes sortaient fouiller la ville. C'était de longues tournées, puis les faubourgs. La France était alors un pays jeune, incroyablement jeune. Les révolutionnaires furent de très jeunes gens, les commissaires de 20 ans, des généraux de 25 ans. On n'a jamais revu ça depuis. Et cette jeunesse, impatiente, le 13 juillet, fut incapable de dormir. On avait le désir d'un autre corps, il fallait quitter sa mansarde, son pieu, et parcourir la ville sur ses jambes de sauterelle. Chacun sortit comme on fait à cet âge, très vite, sans rien prendre. On erra sur le pavé, entre les galets, sur les bords de Seine, au milieu de rien. Vers la courtille, des femmes se promenèrent avec leurs petits foulards sur la tête, leurs jupes lourdes, leurs tabliers noués au-dessus de la taille, un fichu jeté sur l'épaule nattée. Des familles sur l'épaule, nattée, j'ai pas fait la pause, pardon. Des familles de mendiants somnolent sous les porches, beaucoup de Parisiens ont à peine de quoi s'acheter du pain. Un journalier gagne 10 sous par jour, un pain de 4 livres en vaut 15. Mais le pays, lui, n'est pas pauvre. Il s'est même enrichi. Le profit colonial, industriel, minier a permis à toute une bourgeoisie de prospérer. Et puis, les riches paient peu d'impôts. L'État est presque ruiné, mais les rentiers ne sont pas à plaindre. Ce sont les salariés qui triment pour rien. Les artisans, les petits commerçants, les manœuvrent. Enfin, il y a des chômeurs, tout un peuple inutile, affamé. C'est que, par un traité de commerce, la France est ouverte aux marchandises anglaises, et les riches clients s'adressent à présent à des fournisseurs étrangers qui vendent à meilleur prix.
Des ateliers fermes ont réduit les effectifs, et dans la nuit du 13 juillet, tout cela résonne. Ça gratte entre les pattes du petit chien qui traîne. Ça urge entre les jambes du vieil ivrogne qui pisse. Ça poisse sous les aisselles du chiffonnier, ça démange tout le monde. Des bandes armées de fusils et de piques montèrent des barricades dans les rues de Paris. Les carrosses étaient arrêtés, fouillés, puis on les amenait place de la Grève. En quelques heures à peine, la place était devenue une prodigieuse fourrière. On y voyait briller les cuirs, les fers forgés en colle de cygne, les glaces. Les chaises à porteurs côtoyaient les chars à bœufs, des sacs de blé s'entassaient comme des pyramides de vaisselle. On amenait là tout ce qu'on trouvait, craignant que le ravitaillement et les armes ne disparaissent pendant la nuit. C'est que de nouvelles alarmantes circulaient. On avait vu les troupes royales à la barricade du trône, et cependant on se bécotait entre deux coups de gnôle. Des groupes chantaient et s'appelaient entre eux par leur nom de pays. Il y avait tous les patois de France. Des bandes s'étaient formées autour de la capitale pendant les derniers jours d'avril, les commis vinrent entrer par les barrières, un nombre effrayant d'hommes mal vêtus et de figures sinistres. Et les premières semaines de mai, près de Villejuif, une troupe de 5 à 600 vagabonds avait voulu forcer Bicêtre et s'était approché de Saint-Cloud. À présent, l'aspect de la foule a changé. Il s'y mêle une quantité d'étrangers venus de tous les pays, la plupart déguenillés, armés de grands bâtons. Il en venait de 30, 40, 50 lieues, et tout cela s'engouffrait dans Paris. Donc là, on a un contexte révolutionnaire qui est particulier. La Révolution française, contrairement à également des choses qu'on peut entendre, mais que je crois Astronogeek n'a pas dites, pour sa défense, la Révolution française n'est pas une révolution parisienne, contrairement à ce qu'on entend souvent dit par l'ordre bourgeois. Les gens hors de Paris vont à Paris, parce qu'ils savent que c'est là que ça va se passer. Le mot passe, et on se dépêche tous d'aller à Paris, on s'engouffre tous à Paris, on va créer une énorme densité de population à Paris, en se disant qu'il va se passer quelque chose. Parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire, on est tous au chômage. On raconte encore que, depuis la veille, ces misérables parcouraient les rues en bande, menaçaient les maisons où les bourgeois s'enfermaient ahuris et tremblants. Les boutiques des boulangers et des marchands de vin furent mises à sac. Des filles arrachaient les boucles d'oreilles des passantes. Et si la boucle résistait, on déchirait le lobe. Putain, ça y va, hein. L'hôtel du lieutenant de police avait été saccagé, et c'est à grand-peine qu'on s'en échappa. Avec des cris de mort, une autre troupe vint à la force. Alors la force est une prison. Où sont prisonniers pour dette? Où sont les prisonniers pour dette? On les délivre. Un groupe d'hommes en guenilles s'enfonce. À coups de hache, la porte des lazaristes ravage la bibliothèque, brise les armoires, les tableaux, tout. La rue est pleine de débris, de pauvres bougres. Quelques-uns se sont emparés d'une aube, d'un bâton de préchantre, d'un pluvial, d'une chasuble, d'une crosse, les ont revêtus, et sous cet accoutrement, dans la rue, bénissent les passants. Pendant la nuit du 13 au 14 juillet, qui est, je crois, la nuit des nuits, la nativité, la plus terrible nuit de Noël, l'événement, la canaille, comme on dit, les plus pauvres en somme, ceux que l'histoire a jusqu'alors laissé croupir dans le caniveau, armés de fusils, de broches, de piques, se font ouvrir les portes des maisons et se font servir à manger et à boire. Désormais, la charité ne suffira plus. Ce sont des vagabonds d'une physionomie effrayante, disaient les chroniqueurs. Des bandes de bourgeois circulent pour rétablir l'ordre, et on pendit aux lanternes quelques pauvres, ça et là, qu'on achevait à coups de fusil. Il s'en passe des choses dans cette nuit-là, putain. Les cloches sonnent, on enfonce les portes des beffrois, toutes les cloches de tous les clochers sonnent à la volée, le marteau tinte, les murs tremblent, les sons se propagent et s'aggravent, le bourdon vomit son fa dièse. Depuis ses presque 3 mètres de bouche, celui de Notre-Dame qui ne sonne qu'aux grandes occasions réverbère sur les murs de toute la cité, les lourds battements de son cœur vide. Partout, les papillons de métal cognent et espièglent. Les cloches des tours, celles des chapitres, celles des combles sonnent, mais ce n'est ni le solennel, ni des grandes heures, ni le péplum du dimanche, ni l'alma des fêtes du Seigneur, ni le grand vespéral comme aux solennités majeures, ni les 4 moineaux des mariages, non, c'est le tocsin, à la fois grave et rayonnant, à la fois mâle et aigu. Il mêle tous les timbres dans sa panse. Il pique l'oreille et crève le corps avec ces basses que l'on est incapable d'entendre. C'est comme une fumée que l'on froisse. Le ciel sue, trémule, grelotte. Les barboteuses se taisent. Les plaisanteries se figent sur les lèvres. Le pied chancelle dans la rigole d'ordure. Les chiens se cachent. La clameur s'apaise. Le vent mouche les torches. On crache son noyau de fruits et que la nuit avale. À Éphèse, sous l'empereur Dès, 7 officiers du palais ayant distribué leurs biens aux pauvres se réfugièrent dans les montagnes. On les pourchassa, les soldats découvrirent leur retraite, mais lorsqu'on pénétra la grotte où ils vivaient, on les trouva plongés dans un profond sommeil. On ressortit tout doucement et on mura la grotte. 2 siècles s'écoulèrent, un promeneur tomba sur la maçonnerie et défit le piège. Il pénétra dans la grotte et les 7 hommes se réveillèrent. Ainsi la sédition. Elle surgit dans le monde et le renverse, puis sa vigueur faiblit, on la croit perdue. Mais elle renaît un jour.
Son histoire est irrégulière, capricante, souterraine et heurtée. Car il faut bien vivre, il faut bien mener sa barque. On ne peut pas s'insurger toujours, on a besoin d'un peu de paix pour faire des enfants, travailler, s'aimer et vivre. À l'aube, on prit le chemin des Invalides. On voulait des fusils pour se défendre contre les armées du roi. De toute la ville, des petits groupes se formaient en direction du champ de Mars. Vers 9 heures, des milliers de personnes se tenaient déjà derrière les grilles. Il y eut quelques coups de feu. Le marquis de Sombreuil parlementa. De minute en minute, la foule était plus dense. Les grilles se mirent à trinquer dans leurs socles de pierre. Bientôt, ils furent plusieurs dizaines de milliers. Et des milliers de personnes, ce n'est pas un monôme d'étudiants. Ça ne peut pas se disperser d'un coup de trick. Versailles était muet, le vieux marquis ne savait plus quoi faire. Les grands événements se passent souvent de cette manière. Le pouvoir est vacant, silencieux, prudent peut-être, et les grands commis hésitent tandis que les dés roulent sur la table. Tu me dis, c'est à Paris qu'il y a ceux qui nous dirigent. Bah non, ils sont à Versailles, ceux qui dirigent. À Paris, c'est là où il y a les bourgeois. C'est contre les bourgeois, surtout, qu'on est en colère. C'est contre ceux qui ont de l'argent, alors que nous, on n'en a pas, qu'on s'énerve. Vers 10 heures, le gouverneur ouvre les grilles, sans doute pour causer, mais on ne tient pas une foule en laisse. Une foule ne parlemente pas, ne discute pas, n'aime pas attendre. Les jeunes se bousculent, ceux qui sont à l'arrière et ne voient rien poussent en riant. Allez, allez! Et l'instant arrive, laconique, les gonds se tordent, la foule braille. Les paroles de Sombreuil se perdent entre les pavés. Personne n'entend ce qu'il dit, tout le monde s'en fout. Les gardes ne peuvent plus tenir, leur nombre tranche. Le nombre tranche. Sombreuil s'écarte, et l'humanité entre. Tous les âges, tous les sexes, tous les métiers, toutes les gueules possibles, vieux bonnet, main caleux, loufoque, marouf, papillon de nuit, bourgeois, cuité, lavette, rognier, tous enfoncent les grilles, déplombent les arches tutélaires et riant, hurlant, inondent la grande cour. Là, on s'arrête un instant, éberlué. C'est beau les invalides, les corbeilles de fruits, les cornes d'abondance, les grandes fenêtres, les arcades, mais la cohue les bouscule à leur tour. Alors les vétérans se rallient aux émeutiers. Leur destin se touche. Ils les guident parmi les dédales du palais, et c'est une immense farandole. Les couloirs défilent, les escaliers tournent, on descend en tâtonnant, comme ivres, bousculés de toutes parts. On s'enfonce dans les grands souterrains, 2 kilomètres de boyaux de tunnels, où sont entreposés 30 000 fusils couchés sur leur lit de paille. La confusion est terrible, on s'écrase, on étouffe. On aboie en tombant sur les marches de pierre. Pris de fièvre, les bras se tendent, saisissent, attrapent, puis, main en visière, éblouis, se frayant un difficile chemin parmi la foule qui dégringole dans l'autre sens, ils ressortent de terre. Dieu que c'est beau un fusil, que c'est vertical, on dirait un jouet, un outil, un sceptre. On va peut-être s'arrêter là pour... On en a beaucoup lu, hein. Si vous voulez tout savoir, on en a lu 62 pages de ce livre. On va s'arrêter là pour le moment sur... 14 juillet. Dis donc, c'est entraînant, j'aime beaucoup cette histoire. Mais c'est pour ça, j'ai pas envie de tout lire d'un coup. J'ai envie de feuilletonner un peu le truc, parce que... Ouais, moi non plus, je les ai pas sentis passer, mais c'est vrai qu'il faut... Il faut peut-être le feuilletonner un petit peu, parce que sinon, après, ceux que ça passionne, ça va les intéresser, mais ceux que ça passionne moins, ça va les gonfler, et puis là, on va arriver au moment intéressant. On s'arrête juste avant la Bastille, si je comprends bien. Donc, non, mais l'ambiance est extrêmement bien rendue. On s'y sent en fait. On s'y sent tellement fort dans ce truc-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que la littérature, plus que l'histoire, a vraiment besoin de s'emparer du 14 juillet, a vraiment besoin de s'emparer de cette histoire populaire parce que l'histoire, on la connaît. Les grands faits, on les connaît. Les événements, les dates, les heures, le déroulement complet, on le connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'ont vécu ces gens. Ce qu'on ne connaît pas, c'est cette ambiance. C'est ce matin où les cloches de toutes les grandes églises, de toutes les grandes cathédrales de Paris se mettent à sonner le tocsin, donc un bruit qui déchire l'air, alors qu'il doit faire 40 degrés, qu'il fait une chaleur à crever, que tout est sale, qu'il y a plein de monde dans la rue, qu'il y a tout le monde qui crie, qui hurle, il y a des bourgeois qui essayent de faire des discours, on les écoute pas. Toute cette ambiance-là, l'histoire n'arrive pas à la rendre, et il faut vraiment que la littérature le fasse. T'es trop mignonne. Elle me regarde avec des tout petits yeux en mode s'il te plaît. Viens. Oh mais viens. Je peux venir te chercher non plus. Ah là 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 là. Il y a les faits, il y a les émotions, ouais, et puis il y a le côté, voilà, y être quoi. Y être, c'est intéressant. Il y a que la littérature qui peut nous permettre d'y être. L'histoire nous permet d'y réfléchir, mais la littérature nous permet d'y être.
Bonjour les gens. Tu dis bonjour aux gens? Fais un sourire. Fais un sourire. Hmm. Oh là là. T'as toujours besoin de câlins, hein. Il y a un moment où c'est trop long, hein. C'est trop long, t'as passé trop de temps sans câlin, hein. Oui. Hmm. Bon, bon, bon. Eh ben, écoutez les gens, je crois qu'on a fait une plutôt bonne soirée de lecture en vrai. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de se dire bonne nuit doucement? Je sais pas trop ce que j'ai d'autre à vous raconter. Moi, je vous ai déjà raconté ce que j'ai vécu. Elle a un beau poil. Oh, c'est gentil. Je sais pas trop ce que j'ai à vous raconter moi de mon expérience d'insurrection citoyenne, d'insurrection civile.